Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Maritima pour le BDS, nouvelle semaine du BDS. On va débriefer, vous vous en doutez, le classico d'hier soir avec beaucoup de tourments dans les têtes marseillaises. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Karim Attab. Bonsoir les amis. Défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Peut-être un des pires scénarios, un des pires classicos de l'histoire. Avant de vous poser la question de ce qui s'est passé en détail sur la pelouse, petite question à tous les deux. Est-ce que l'enflammade de début de saison où on se disait qu'on allait peut-être titiller le Paris Saint-Germain, elle s'est éteinte hier soir? Non. Franchement, alors les gens ils vont me prendre pour un fou, hein, mais non, ça n'a rien à voir, puisque le championnat de France de Ligue 1 est un marathon à 34 étapes. On a toujours dit... Tu peux perdre tes deux matchs, alors j'espère que ce ne sera pas le cas, mais bon, aujourd'hui on est mal barré. Tu peux perdre tes deux matchs contre Paris et finir devant, même si, attention, hein, voilà, c'est le grand favori pour le titre reste le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a Monaco et à un degré moindre l'Olympique de Marseille. Attention, on a d'autres équipes qui reviennent au niveau du classement, mais on n'en est qu'à la 9e journée, dans le bon comme dans le pas bon. C'est-à-dire qu'il y a des certitudes sur certains résultats que l'on a pu faire et il y a des certitudes sur certains non-matchs que l'on a pu faire. Et donc là, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'il faut décloisonner. Mais je sais que ça ne plaira pas aux observateurs, aux supporters. Mais si tu gagnes contre Nantes et Auxerre, ça ne va pas gommer en rien la purge d'hier soir. Par contre, en termes de classement et de nombre de points, ça te permettra d'être encore dans les clous. Parce que c'est, je te dis, c'est 34 journées. Hein, donc, et chaque match valent 3 points. Il y a des matchs qui sont plus importants psychologiquement que d'autres. Mais à la fin du match, il y a une équipe qui a gagné, une équipe qui a perdu, et la semaine prochaine sera la même chose. Jaco, à qui tu en veux le plus aujourd'hui? À De Zerbi, aux joueurs, à François Le Texier? À tout le monde. Non, j'ai pas envie de mettre François Le Texier là-dedans. C'est un autre débat, c'est autre chose. Même si c'est sévère, tout ce que tu veux, ça c'est un autre débat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé hier soir sur le terrain. C'est catastrophique, c'est humiliant. C'est la première fois avec Karim qu'on se languit que l'arbitre siffle la fin. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y avait plus aucun espoir. Ça veut dire que l'Olympique de Marseille n'a pas su, il n'a pas été capable d'être présent pour cet événement, parce que c'est un événement dans la ville de Marseille. Et franchement, c'est vraiment beaucoup de déception. François Le Texier, carton rouge sévère ou carton rouge scandaleux? Carton rouge sévère. Après, j'ai vu ses explications au micro de DAZN hier après le match. Il faut le féliciter par contre. Hein. Parce que c'est la première fois qu'il y a un arbitre comme ça. Non, c'est pas la première fois. Non, mais qui vient avec autant de pression. Il a raison, Jaco. Non, mais autant de pression sur un match aussi important, qui viennent donner des explications, qui répondent correctement. Il a ses explications, cohérentes ou pas cohérentes, mais il est venu s'exposer, parce que c'est pas rien ce match-là. Hein. Donc voilà, il y a des belles choses, il faut le signaler. Après, dans l'interprétation, chacun verra ce qu'il a. Moi, je trouve que c'est bien qu'il soit venu s'exprimer, mais bon, on ne va pas lui donner une médaille parce qu'il est venu parler. Je pense qu'au contraire, ce qu'on ne mesure pas, c'est le degré d'éloignement qu'il y a entre l'arbitrage et le reste. L'arbitrage et les joueurs, l'arbitrage et les médias. Et donc, toi, tu dis, c'est super, il est venu parler, il est venu s'expliquer, merci. Mais bon, pour moi, c'est normal. Quand l'arbitre est un acteur majeur du match. Pour moi, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on doive pleurer à chaque fois pour avoir une explication. Donc c'était rare. Jaco, il dit juste que c'est rare. Mais c'est pas. Pour moi, c'est pas. Non, c'est normal. Tu as raison. Voilà, il ne faut pas. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus le mettre sur un piédestal et lui dire merci, se prosterner parce qu'il a fait l'effort d'eux. Mais moi, j'aimerais bien que. Je sais pas, vous avez suivi un peu la journée de Ligue 1 quand même. Il y a énormément de... Je vois des sorties avec le match du Havre qui a été battu à Rennes, le match de Lille qui va gagner à Lens. Donc les Lensois, il y a beaucoup tous les week-ends de gens qui pleurent. Alors oui, je pense que c'est un mal français. Parce que bon, hier soir, j'avais l'impression que c'était un mal marseillais de pleurer. L'arbitrage de François Le Texier, il change le match. Qu'on le veuille ou non.
l'OM, voilà, je le dis, que tout le monde... C'est pas pour rien que j'ai mis ce maillot-là, c'est pour me rappeler quand même de la belle époque, l'époque où on gagnait et des titres et des matchs contre le Paris Saint-Germain. Voilà, ça fait 13 ans, 13 comme le département dans lequel on vit, ça nous rend fous, Mais à un moment donné, l'OM a été nul pendant 20 minutes. Il n'y a pas de problème. L'OM a été nul. Mais la décision qui est prise par l'arbitre très rapidement sur le fait qu'il a vu une marque sur le torse de Marquinhos, je sais pas, à un moment donné, pour moi, c'est le côté faillible du système. C'est-à-dire que l'arbitre donne une décision, les autres, dans le car, j'allais dire dans le bar, c'est pareil, ils sont d'accord. Je vois pas comment tu peux ne pas au moins dire à Le Texier, va voir. Alors, encore une fois, c'est pas Le Texier qui a tué l'OM. L'OM s'est tué dans l'œuf. Oui. Je dis que Le Texier a tué le match par la suite. Et ça, oui, on fait les pleureuses, mais ça arrive très, 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 très régulièrement. On en parlera dans la semaine. 4 cartons rouges en 6 matchs. Est-ce qu'il y en a un seul sur les 4 qui est clair? Non. Ouais. L'envie, le pressing, le jeu rapide, en tout cas, Jaco, ils étaient plus pendant 5 minutes. Ils étaient plutôt côté parisien, alors que tu étais dans un stade Vélodrome chauffé à blanc. C'est catastrophique. Moi, j'ai pas envie de parler de l'arbitre. Je veux juste, on se doit de parler du jeu. On se doit de parler du jeu. On est une émission de football, on est une émission de passionnés. Qu'est-ce qu'on a vu? 20 minutes catastrophiques. Ensuite, le but contre son camp de Balerdi qui te donne un deuxième coup de marteau sur la tronche. Et tout le reste. Moi, ce qui me gêne le plus, Marc, c'est la non-réaction du coach. Quand on a fait venir De Zerbi, c'est savoir avoir une coach de qualité, capable, dans des matchs comme ça, qui sont des événements, capable de changer tactiquement. Moi, modestement, je le disais à l'antenne hier soir, qu'est-ce que j'aurais proposé? Faire une défense à 3 avec 2 latéraux un peu plus extérieurs pour pouvoir bloquer les couloirs. Parce que Murillo sur Barcola, il s'est bien débrouillé. Au début du match, plusieurs interventions de sa part, elles ont été intéressantes. Donc s'il avait une distance de marquage réduite parce qu'il aurait été un peu plus proche de lui, peut-être qu'on l'aurait un petit peu moins vu. Et de l'autre côté, pareil. Donc malheureusement, on n'a pas changé. On était 4-5 mètres, les 2 défenseurs centraux et les 2 autres, et il y avait des espaces dans les couloirs. Mais on a vu la deuxième mi-temps. Alors à 10 contre 11, certes, mais tu n'as pas réagi. En deuxième mi-temps, si ça veut aller, si Dembélé, mais on peut en prendre 5 ou 6, les gars. C'est pas possible. Et on était comme ça. On était en train de regarder. Allez, on regarde, spectateur. J'ai vu une De Zerbi avec aucune réaction. Et donc ça me gêne vraiment. Karim, tu avais annoncé quand même que De Zerbi, PSG ou pas PSG, il n'allait pas forcément modifier ses idées de jeu et que l'emballement de jeu qu'on veut, nous, les supporters marseillais, c'est pas forcément dans ses réflexes premiers. Est-ce qu'il a été fautif sur ce coup-là? Ah ben, il a sa responsabilité quand même. Je pense que c'est lui qui a mis en place la tactique, les hommes aux places où il les a mis. Après, il n'est pas responsable à 100%. Moi, je dis c'est 50% le coach, c'est 50% les joueurs. Bien sûr, parce que les joueurs, franchement, il n'y en a pas un qui a mis un pied devant l'autre. Franchement, c'est quand même honteux. Je sais pas, c'est facile après, quand tu es extérieur au terrain, de dire... Mais je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça pouvait représenter d'avoir une ambiance comme celle-là, des gens qui sont toujours là à te pousser, à essayer de faire que tu te sublimes. Et quand j'ai vu les 10 premières minutes du match et jusqu'au but à la 7e de Joao Neves, je me dis mais c'est pas possible à un moment donné, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Et le problème, c'est qu'ils n'ont jamais commencé. Donc après il faut se poser une question aussi, est-ce que le PSG était vraiment pas trop fort hier? Parce que le match avait été très très bien préparé par Luis Enrique. On sait que l'Espagnol est un fou furieux de la possession. La possession, je crois qu'à un moment donné, c'est 75-25, donc c'est fou quand tu vois que l'OM aime avoir le ballon. Collectivement, tu n'as pas été bon. Individuellement, tu n'as vraiment pas été bon. Sur le banc, tu n'as pas été bon au niveau des choix, au niveau de la réaction. Et ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, mais je trouve des similitudes avec le match que l'OM a perdu à Strasbourg.
C'est-à-dire où tu pars sur un truc, je mets œil-bière derrière, il pleut, il vente, il neige, je m'en fous, on continue comme ça. Hier, même avec Harit, même si Harit était resté sur le terrain, je pense que ça n'aurait pas été aussi facile pour le PSG, parce qu'il faut quand même dire que le PSG a joué une mi-temps et la deuxième mi-temps, c'était au Club Med. Je pense vraiment qu'on a eu un problème insoluble, mais par notre faute. Parce que nous n'avons pas voulu être un petit peu plus ambitieux. Et pour terminer, De Zerbi ne change. Ça lui arrive de changer. Mais je pense qu'on est vraiment dans un schéma de construction pour De Zerbi. Il est là depuis le mois de juillet. On a des moments où on est très bon, des moments où on est bon, et on a des moments où on ne sait pas réagir. Et ça, c'est un véritable problème. Et je pense que le groupe doit grandir et De Zerbi doit progresser aussi. Jaco, toute la semaine dernière, on a eu peur d'un surplus d'agressivité par rapport à ce qu'on a vu hier soir. On aurait pu se passer d'avoir cette inquiétude-là, quoi. Et tu as vu hier soir, ce n'était pas des joueurs, c'était des accompagnateurs. Ils ont accompagné les joueurs du Paris Saint-Germain. Je le dis régulièrement, des distances de marquage de 3-4 mètres. Aucune envie, aucune pression. Un pressing, on peut en parler du pressing, un pressing il est souvent organisé. Quand tu fais un pressing solitaire comme l'ont fait les Marseillais à plusieurs reprises sur les défenseurs adverses, c'est-à-dire qu'un Marseillais va presser tout seul. Mais comment veux-tu qu'il réussisse à faire quoi que ce soit, Marc ? Un pressing déjà, dans tous les cas de figure, ça se fait entre 12 et 15 minutes par mi-temps, pas plus. Organisé à 4 ou 5 à des moments donnés. C'est-à-dire que si tu es dans un coin, tu dis allez, on démarre le pressing tous ensemble pour essayer de choper le ballon et pour pouvoir essayer de faire une contre-attaque. Mais il n'y a rien qui s'est vu. Il n'y a rien qui s'est passé. Moi, je suis désolé. Tu as des idées de jeu. Je veux bien essayer de comprendre. Là, je n'ai pas compris. Alors, Karim nous disait 50-50, effectivement, parce qu'il y a le coach, mais il y a les joueurs, parce que c'est pas possible de voir 11, plus 2, plus eux, tous qui sont rentrés. Koné, Jonathan Rowe, tous qui sont rentrés, ils ont fait les mêmes, ça a été les mêmes joueurs. Hein. Aucun contrôle, aucune qualité de passe. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. Mais ça, c'est une débâcle. Et donc, il va falloir en prendre conscience, l'analyser. On disait tout à l'heure, l'événement, c'est pas nouveau le Classico. Il y en a eu des Classicos, l'OM Paris Saint-Germain. Si les joueurs ne sont pas capables de faire ce genre de match, c'est que ce ne sont pas des joueurs capables de jouer à l'Olympique de Marseille. Moi, il faut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé hier soir. J'ai du mal à comprendre. On se disait que la clé du match, ça pouvait être le milieu de terrain, les deux Portugais et Zahir Emery face à Højbjerg, Rabiot. Est-ce que c'est là vraiment que ça s'est joué ou est-ce que c'est aussi la défense marseillaise qui a sombré ? Ouais, je pense que tu oublies les côtés, hein, parce que les côtés, on s'en méfiait énormément et franchement, quand tu vois la première mi-temps de Hakimi, surtout, Nuno Mendes a été un peu moins offensif, mais bon, c'est quand même lui qui déborde sur le centre qui amène le but de Joao Neves, et l'utilisation de Barcola avec les rotations qu'on pouvait trouver entre Dembélé et Kang In-lee, parce que Luis Enrique a quand même surpris un petit peu en mettant Dembélé dans le cœur du jeu, en espèce de faux 9, faux 10, faux ce que tu veux, mais avec un milieu de terrain, bien sûr, plus physique, plus technique aussi, parce que Joao Neves, il y a beaucoup de qualité, Vitinha, on connaît, Zahir Emery, on sait ce qu'il est capable de faire. Il y avait du surnombre. Il y avait un surnombre qui était quand même très important. Et même à 11 contre 11, déjà, on voyait les deux centraux passer régulièrement la ligne médiane avec Pacho et Marquinhos. Je trouve que l'OM n'a pas su répondre à cette équation. C'est vrai qu'on a toujours, même à 11 contre 11, on aurait dit qu'on jouait à 11 contre 12. On aurait dit qu'il y avait toujours une possibilité pour les Parisiens de créer un décalage et de trouver un espace dans le dos d'un attaquant, d'un milieu ou d'un défenseur. Greenwood est sorti à la mi-temps, c'est pas pour rien, parce qu'il a vraiment été mauvais. C'est pas mauvais, il a été transparent. Voilà, il était là ou il n'était pas là, c'était pareil. Wai a eu beaucoup de déchets, mais bon, Jaco l'a dit, Jonathan Rowe n'a pas fait beaucoup mieux. Ismaël Koné encore moins, franchement, parce que j'étais très déçu par l'entrée de Koné dans un contexte un petit peu compliqué. Non, franchement, là, quand tu regardes, il n'y a que le match des gardiens qui ne peut pas être
opposable, parce que Donnarumma, il a strictement rien eu à faire. Voilà, oui, il s'est couché pour sentir la pelouse sur une frappe déviée, une frappe, si on appelle ça une frappe de Wai. Et ensuite, ensuite, tu te dis, tous les Parisiens, un à un, ils ont été supérieurs à leurs homologues marseillais. Oui. Donc comment tu veux, même pas, je parle même pas de gagner le match, je parle même pas de lutter, je parle d'exister. Et il y avait 66 115 spectateurs officiellement, parce qu'il y en avait bien plus, les amis, hein, on va pas se voiler la face, hein. Une ambiance qui, chaque fois, on a l'impression qu'elle est supérieure à la précédente, des tifos exceptionnels, Les winners, c'était 5 étoiles, les fanatiques, avec Ravanelli et le tête-à-tête, c'était donc... Voilà, je sais pas, c'est ce qui fait aussi que on ne comprend pas. L'OM est le champion de France des tifos, de l'ambiance, mais pas sur le terrain. Tu sais, Marco, quand tu joues au foot, tu as des secteurs d'intervention. Chaque joueur, tu vas faire un grand cercle. Dans ce secteur-là, est-ce qu'un joueur a été capable d'être meilleur que l'adversaire ? À aucun moment, à aucun endroit. Donc quand tu vois ça, on appelle ça une débâcle. C'est-à-dire que personne n'a été capable de sortir la tête de l'eau. On a vu Adrien Rabiot de temps en temps sortir un peu le bout de son nez. Malheureusement, il avait toujours 3 adversaires qui venaient le presser. Il ne pouvait rien faire. On a été anéantis au niveau tactique. On va en prendre conscience de ça. Moi, j'aimerais... On parle de De Zerbi, qu'il a sa méthode. Bravo, pas de problème. Il y a têtu et il y a obtus. À un moment donné, si tu vois que ça... Il y a toujours un moment où tu la sors, celle-là. Non, mais c'est obligé. Tu es obligé. Parce que tu aies des idées de jeu, bravo. Et on l'a recruté pour ça. Mais il y a un moment où tu dois t'adapter à l'adversaire. Si tu n'es pas capable, dans ce genre de rencontre, de prendre conscience, comme le disait Karim, à Strasbourg, que Højbjerg a été catastrophique, et que tu prennes une décision en disant « je vais changer », ça ne peut pas le faire, personne ne t'en voudra. Personne ne t'en voudra. Moi, je dis, c'est sûr qu'il a un contrat de 3 ans, qu'il y a des idées de jeu, il y a un projet. Si tu réitères ces matchs-là contre Monaco, contre Paris Saint-Germain, le match retour, contre les gros, contre Lille, contre Lens, que tu ne réussis pas, est-ce que son projet va pouvoir aller au bout ? Je sais pas, les gars. Alors, on a souvent tendance à tirer des conclusions rapides quand il y a de l'énervement, quand il y a de la déception, etc. Moi, j'ai noté quand même quelques phrases, quelques commentaires radicaux. Hier soir, je vous en donne quelques-uns, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Eli Wahi n'est pas l'avant-centre qu'il nous faut cette année à Marseille. Ce n'est pas celui qui va nous faire oublier Aubameyang ni Alexis Sanchez. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas... Déjà, il n'est pas là pour faire oublier qui que ce soit. Déjà, l'OM joue dans un schéma qui est... très 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 différent. On ne demandait pas à Alexis Sanchez et à Aubameyang ce que l'on demande à Eli Wahi. Voilà, donc moi je suis persuadé que oui, si tu me... Alors Sanchez a marqué 14 buts, Aubameyang il en a marqué 30. Tu vois, déjà, si tu parles de ratio, c'était pas le même ratio. Et pourtant, Sanchez avait fait une très très belle saison. Donc voilà, moi je pense que Eli Wahi est capable de marquer sa quinzaine de buts. Et s'il arrive à marquer une quinzaine de buts, ben, ça sera une très très belle saison pour lui par rapport à ce qu'on lui demande. C'est-à-dire de jouer comme un pivot, seul, souvent dos au jeu. Et tu ne peux pas, à un moment donné, c'est pour faire un schéma, un mec qui centre, il ne peut pas être à la réception de son centre. Donc un mec qui se bat constamment au milieu de terrain pour garder le ballon ou pour jouer en déviation, il ne peut pas être tout le temps efficace et surtout dans la surface adverse. Et tu sais, quand on parle d'Eli Wahi et Aubameyang, ils n'ont pas du tout le même poste. Moi, je me rappelle en avoir discuté à Villarreal avec Jean-Louis Gasset. Souvent, Aubameyang se décalait automatiquement sur le côté pour pouvoir profiter de prendre le couloir et de profiter de son intérieur brossé. C'était aussi ça, ce qu'il lui demandait. Ensuite, Jean-Louis Gasset avait dit à Aubameyang et aux joueurs, c'était le joueur phare. C'est celui qu'il fallait trouver. Donc régulièrement, les joueurs essayaient de le trouver le plus rapidement possible pour profiter de sa vitesse. Mais voilà, on jouait toujours sur Aubameyang. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Louis Gasset qui nous l'a confié. Ah, Eli Wahi, c'est pas du tout la même chose. Et même Neil Maupay. Alors c'est bien de dire, ouais, mais il aurait dû faire jouer lui. Mais les gars, tous ceux qui sont rentrés, ils ont fait la même chose. Tu penses que s'il était rentré Neil Maupay, il nous aurait apporté la différence ? Moi, je crois pas. Une autre déclat. L'effectif est séduisant cette année, mais la défense n'est pas au niveau de nos objectifs.
Pour l'instant, oui. Oui. Pour l'instant, je suis d'accord. Hein, parce que franchement, mis à part le gardien sur lequel il n'y a rien à dire, il n'y a pas un joueur qui a une régularité. Murillo est régulier dans le satisfaisant, quoi. Satisfaisant. Hein, après, à gauche, tant qu'on n'a pas Quentin Merlin, Brassier, c'est très moyen. Garcia, ça peut être une solution, mais ça n'a pas le volume de jeu de Quentin Merlin. Et le désaveu de titulariser Kondogbia aux dépens de Cornelius, c'est quand même aussi qu'il y a un souci. Et Balerdi, pour l'instant, est capable de faire des très grands matchs et de faire des matchs très mauvais. Donc pour l'instant, la défense est sur courant alternatif. Et je pense que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que l'OM, avant le match du PSG, n'avait encaissé que 8 buts, comme les Parisiens. Donc là, maintenant, avec 11 buts, le ratio est un petit peu plus équilibré et nous montre vraiment qu'on a des lacunes et qu'on a la chance d'avoir un très grand gardien. Donc voilà, il y a des choses à revoir, surtout dans ce secteur-là, je trouve. Est-ce que ce classico fait partie des pires classicos de l'histoire? Ah, pour moi, oui. Pour moi, si c'est pas le plus pourri, c'est un des plus pourris. Franchement, on adore tous le football. Et nous, ce qui nous a choqué avec Karim, c'est la déception. On était content d'aller dans ce match, un superbe avant-match, beaucoup de supporters venus de partout, de la joie, de la ferveur, des tifos exceptionnels. Et pour voir ce truc-là, tu sors de là. Mais c'est une frustration. Il y a eu des micro-totes, qui nous a fait Joey. On a vu les gens comment ils étaient déçus. Les gens, même, je pense que tu es obligé de couper parce que les gens, ils ont même insulté les joueurs. Il y avait vraiment une grosse déception. Oui, pour moi, c'est un des plus pourris. Est-ce que ce classico va laisser des traces dans le vestiaire marseillais et aussi dans les têtes des supporters? Alors, dans les têtes des supporters, oui, c'est sûr. Hein. Après, dans le vestiaire marseillais, c'est là où le football est beau et énervant à la fois. Il suffit que tu gagnes à Nantes et ta machine sera un peu relancée. Comme je le disais en début d'émission, c'est arrivé à faire 6 points contre Nantes et Auxerre. Je ne dirais pas qu'on aura oublié ce qui s'est passé avec Paris, mais on sera quand même un petit peu plus indulgent et sur une dynamique positive. Là, par contre, la semaine dernière, tous les jours qui passaient, on se languissait d'arriver dimanche. Là, franchement, la semaine va être extrêmement longue et pour tout le monde. Allez, prochain rendez-vous avec l'Olympique de Marseille et la Ligue 1, ce sera bien sûr ce déplacement à Nantes, dimanche soir, à vivre bien sûr sur Maritime. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir, ça a été suffisamment douloureux de se retrouver dans ce contexte-là. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci mes amis. Et puis dans les bons comme dans les mauvais moments, Maritima, supporter, et depuis toujours et pour toujours de l'Olympique de Marseille, à demain 18h.